Bonjour à toutes et à tous, ici Guirassy Baba, président de la Fédération Diaspora et fondateur de la marque Abenta, également gérant du studio Ava. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir un invité d'exception, l'homme dont tout le monde parle en ce moment, Mad Diaby, journaliste, entrepreneur et surtout un grand homme. Récemment, il a organisé le grand tournoi caritatif DSS en faveur d'IDC et Diaspora. Un tournoi qui a réuni plus de 5000 personnes, il me semble, et qui a jeté, on va dire, un élan de solidarité et d'engagement incroyable au sein de la communauté guinéenne. On a l'honneur de l'accueillir aujourd'hui et surtout, on a envie de découvrir l'homme derrière le projet. Qui es-tu? Quelles sont tes ambitions? Et surtout, où est-ce que tu vas t'arrêter? C'est comment Daké? En forme? Ça va, ça se passe? Ça va très tranquille. bien, Oh. Là, j'avoue que les phrases, tu me gênes un peu quand même. Sérieux, pourquoi c'était un peu trop solennel? Non, c'est pas ça. C'est que tu connais, je suis un peu gêné toujours avec ces éloges-là, mais bon. En tout cas, ça fait plaisir, merci. Faut dire ce qui est, mon ami. Tu as réalisé quelque chose de grand et c'est à féliciter. Et c'est pourquoi justement on a besoin de profils tels que le tien pour pouvoir inspirer justement. Après sans fausse modestie, Oui. c'est un truc qu'on a réalisé. Quand je dis on, je pense déjà au groupe d'organisation, ABD, FOF, Salimou, Boops, Sank. Déjà, je pense déjà à ces personnes-là. C'est avec eux qu'on a fait des nuits blanches, où on a vraiment galéré à gauche, à droite. Quand je dis on aussi, je pense à toutes ces personnes qui sont là depuis le début, les soutiens. Je pense aux sponsors, les premiers sponsors, Abenta, Diaby Kaba, forcément DSS, plein d'autres. Il y en a eu tellement. Et je pense à mes frères avec qui on a commencé au Five. Après, je pense qu'on pourra en revenir sur ça. Mais vraiment, quand je dis on, je pense à toutes ces personnes qui ont contribué à ce que ce tournoi soit un succès. Totalement. Et tu sais, toutes ces personnes-là, ils ont cru en une vision, ils ont cru en un projet. Et ce projet-là, en l'occurrence, c'est toi qui l'as porté. Et aujourd'hui, on est là pour parler de la personne qui a porté le projet. Je comprends tout à fait que c'est un travail collectif. Oui. Tout à fait. Mais derrière tout travail, derrière toute organisation, il y a un pilote dans l'avion, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, ce pilote-là, c'est toi. Je sais que tu es une personne très, très humble. Et aujourd'hui, en tout cas, mon objectif, ça va être justement de se faufiler derrière ces barrières pour que justement on sache vraiment qui es-tu, quoi. Comment t'en es arrivé là. Et parce que justement, c'est un parcours dont on pourra tirer des leçons, que ce soit nous ou les personnes qui vont regarder cet épisode. Parce que le but, c'est justement de mettre en avant ces personnes inspirantes dans la communauté, ces personnes qui bougent, tu vois. Parce qu'on a beaucoup de gens qui parlent, qui critiquent, mais ils critiquent qui? Ces personnes-là qui bougent. Et ces personnes-là qui bougent, justement, on a envie de savoir quelle est leur recette. Et aujourd'hui, on est là pour étudier ta recette, mon cher. Merci, c'est un honneur. Merci beaucoup. Baba. Écoute, c'est normal. Du coup, parlons un peu de toi, de ton enfance. Où est-ce que tu as grandi? Moi, je suis un enfant du 9-4. Un enfant du 9-4, Kremlin-Bicêtre, gentil. J'ai grandi entre ces deux villes-là. Donc, j'ai toujours été, on va dire, à la périphérie du 13e arrondissement du coup de Paris. Et puis, ouais, franchement, belle enfance, hein, Naké. Franchement, mes parents, ils ont tout fait pour que je manque de rien. Moi, je kiffais, moi, mes vacances chez mes cousins. Tu vois. Et puis, ouais, non, franchement, une belle enfance. Après, ouais, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin jusque-là, quoi. D'accord. T'es allé à l'école un peu? Quel est ton bagage? Ouais. Ah, tu veux qu'il dise ça? On est là pour connaître l'homme, mon ami. Moi, j'ai fait... j'ai été au collège, j'ai eu mon brevet. Après, je suis parti au lycée. J'ai fait STG, maintenant c'est STMG. D'accord. STMG, et par la suite, après j'ai eu mon bac, je suis parti à la fac, j'ai fait un an, j'ai arrêté.
UPEC. UPEC, ok. Créteil. C'était Créteil. Ouais, ouais. Et t'as fait quoi là-bas? J'ai fait histoire. Histoire. Ouais. T'as fait histoire? Je sais même pas. Même... En fait, moi, j'aime beaucoup l'histoire. Ok. Je suis un passionné d'histoire. Mais j'ai compris. Qu'est-ce qui te passionne dans l'histoire? C'est en fait de me dire qu'il y a des choses qui ont existé et d'apprendre à, on va dire, à connaître ce qui s'est passé dans le passé et Vraiment, c'est un truc que j'aime bien. Je suis passionné, moi, de ça, d'histoire. Je vais même te dire la vérité, on se dit tout aujourd'hui, même de politique. De politique, très bien. J'aime trop ça. Bah, souvent, les gens qui font histoire, ils finissent par faire sciences politiques, tu vois. J'aime tellement ça, mais j'ai compris qu'il n'y avait pas d'argent à se faire réellement là-bas. J'ai compris ça, donc j'ai arrêté et j'ai fait du coup un BTS MUC en alternance. Je crois que ça a changé aussi. On a pris de l'âge, je crois. Ouais. Parce que tous mes trucs que j'ai fait à l'époque, ça a changé de place maintenant. Le monde, il évolue, mon ami. Le monde, il évolue. Et j'avais fait de l'alternance. Et je me rappelle, l'entreprise, c'était pas top. Et j'avais arrêté avec cette entreprise-là. Et tu sais, les écoles d'alternance, quand tu n'as pas d'entreprise, ils te lâchent. Ouais. Et je me retrouve à faire une formation de création d'entreprise. Et c'est là que j'ai l'idée d'un premier business, tu vois. Le food truck. Très bien. Et c'est comme ça que je me lance dans l'entrepreneuriat, tu vois. Ok. Du coup, ta première expérience dans l'entrepreneuriat, c'est le food truck. Ouais. D'accord. C'est le premier truc qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat. Et t'avais quel âge? J'avais quoi, 24, je crois. 24 ans? Ouais, je crois. Tu lances ta première affaire à 24 ans? Ouais. Wow. Je lance au Kremlin Bicêtre en plus. Au Kremlin Bicêtre? Au Kremlin Bicêtre, ouais. Et puis voilà, franchement, c'est... Après, je pense que ça vient de ma mère. D'accord. Elle aussi, elle a beaucoup entrepris dans sa vie. Nos mamans, c'est des battantes. C'est des battantes. Waouh! C'est dingue, c'est quand tu prends un peu d'âge, etc. Bon, je ne suis pas vieux non plus. Tout à fait. Mais, là, tu as quel âge aujourd'hui, par exemple? Là, j'ai 30 ans. 30 ans. Ouais, 30 ans. Ça fait 6 ans. Ouais. Okay. 6 ans que tu es dans l'entrepreneuriat. Même, je pourrais même dire, Naké, je crois que c'était même à 23 ans. Hein, 23, 22. Ouais. Ça remonte cette histoire du foot. Bah, c'était en 2018, fais le calcul. Ok. Fais le calcul, je sais pas. 7 ans. Ouais, 7 ans. Ok, tu avais 23 ans. Voilà. Et puis, ouais, franchement, ça a été une très belle expérience. Et ta mère, elle était commerçante aussi, c'est ça? Ouais, commerçante aussi. D'accord, c'est un peu elle qui t'a inspiré? À fond. À fond, ouais. Je crois qu'on est deux. Ah, pareil. Ma mère aussi a vendu des bazins. Ah, bah voilà, au final. Bah, c'est dingue parce que ma mère était dans la graille. Moi aussi, j'ai fait dans la graille. Bah, toi, ta mère était dans les bazins. Elle vendait des bazins. Bah, c'est ça, c'est beau. C'est beau ce genre de truc-là où au final, tu t'inspires, tu prends vraiment ce qu'il y a de magnifique, on va dire, chez tes deux parents. Et voilà, tu t'en sers pour faire des choses, quoi. Ok, d'accord. C'est-à-dire que ta mère, elle était dans la restauration. Tu as lancé ton food truck. Ça a été ta première expérience. Et du coup, quelles sont les leçons que tu as pu en tirer? Bah, déjà, on va pas se mentir, cette liberté-là de pouvoir être entrepreneur, elle n'a pas de prix. Ouais. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Vraiment, c'est la liberté de pouvoir... après, je me comprends quand je dis la liberté de pouvoir faire un peu ce que tu veux. Forcément, tu ne fais pas non plus ce que tu veux. C'est sûr. Parce qu'il si jamais en tout cas tu fais n'importe quoi, ça coule. Tu as capté? Tout à fait. Donc voilà, ça a été une très belle expérience où j'ai appris beaucoup sur moi-même, sur l'entrepreneuriat, sur le business même un peu, tu vois, à petite échelle, tu vois. C'était pas un gros truc non plus, tu vois, c'est un petit truc, mais ça m'a appris beaucoup de choses par rapport à tout ça, tu vois. Et les responsabilités aussi. Les responsabilités en tant que chef d'entreprise. Ouais. Ok, parce que tu as pu également rencontrer énormément de personnes. Ouais. Ça t'est arrivé d'employer des personnes également? Oui, bien sûr. Okay. Les cuisiniers, cuisinières. Et forcément, tu te dis que tu te bats aussi un peu pour eux. Ouais. Tu vois, si le truc il coule d'un coup, c'est un peu désolé pour le terme, mais la merde aussi pour eux. Donc, donc forcément, ouais. C'est-à-dire vraiment le sens des responsabilités. Des responsabilités, ouais. Également le sens des affaires. C'est ça. Mais encore une fois, moi je dis toujours avec toute l'humilité du monde, je reste quand même un minot dans ça. J'apprends de chacun, des personnes qui ont vraiment réussi, etc. Et puis tu essaies d'engranger de l'expérience et venir prendre vraiment de la force un peu de tout le monde, de ceux qui ont réussi dans leur business. Et puis comme toi, hein, au final.
Réussi, champion. Bon, on se débrouille. Mais c'est beau, c'est bien. Franchement, alhamdoulilah, c'est beau de voir ça. Et puis ça fait un moment avant. Ouais. Je pense aussi forcément à Maestro. Totalement, et puis voilà, c'est un privilège que de prendre un peu de vous aussi, tu vois. Ouais. Bon, nous aussi, on va dire, on est petit un peu dans l'échelle parce que tu sais, l'être humain, on regarde toujours ce qu'il y a au-dessus. Ouais. On regarde toujours ce qu'il y a au-dessus et on n'est jamais arrivé au final. Ouais. Parce que le jour où tu te dis t'es arrivé, tu commences à te reposer sur tes lauriers et tu n'avances plus. Il faut toujours garder, on va dire, cette grinta. Ouais. C'est ce fait que non, c'est pas encore fini. Ouais. C'est pas encore fait. Ouais. Je suis pas encore là où je veux aller. Après, ça dépend de quel type de personne que tu es, tu vois. Ouais. Il y en a, ils ont de l'ambition, le fait de vouloir toujours aller plus haut. Ouais. Et il y en a, ils se contentent de ce qu'ils ont tout simplement. Mais je pense que pour un entrepreneur, il faut jamais être rassasié. Ouais. Il faut jamais être rassasié. Il faut vouloir vraiment manger le monde tout simplement, le croquer à pleines dents. Ouais. Et ça ne veut pas forcément autant dire que tu dois écraser tout le monde ou quoi que ce soit. C'est que non, il faut jamais s'arrêter. Parce que le monde aujourd'hui, ça va très vite. Il y a tous les jours des nouveaux entrants sur le marché. Des gens qui ont des bonnes idées, il y en a tous les jours. Bah oui, mais justement, ce qui va faire la différence, c'est cette capacité vraiment à exécuter. Et c'est là où justement on fait la différence entre les bons entrepreneurs et on va dire les mauvais, c'est justement cette rapidité d'exécution parce que on peut nous deux avoir la même idée, mais la manière dont on va l'exécuter, c'est là où on va différer. Mais justement, si tu es justement dans ce, on va dire, dans ton fauteuil en mode tranquille ou quoi que ce soit, c'est tout va en prendre un coup. Cette créativité-là, tu vas la perdre et c'est ça qui fait tout. Aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence. C'est pourquoi il ne faut jamais s'arrêter. Ouais. Il faut jamais s'arrêter. C'est bien, hein, je pense qu'on voit qu'il est animé vraiment de l'entrepreneuriat. Non, mais pourtant. Mais c'est bien, au final, c'est une passion en soi. Bah, en fait, comme tu l'as dit, le fait d'être libre. Ouais. Mais libre dans quel sens? Dans le sens où tu es maître de ton temps. Ouais. Et surtout, le résultat que tu vas retirer de ton travail, il vient en grande partie de toi. Tu n'es pas en train de bosser pour une personne. C'est vraiment toi, tes rêves et tes idées. C'est ce que tu dois mettre en application. Et c'est à partir de ça que tu vas en tirer un résultat. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau, justement, que de manger les fruits de ce résultat-là. Tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'est ce qui anime la plupart des personnes qui entreprennent, c'est cette liberté. Et c'est le fait d'être maître de son destin en quelque sorte. Oui, tu vois. C'est vrai. Non, je suis totalement d'accord. L'entrepreneuriat, c'est tout ce que tu as dit. C'est un ressenti aussi. Tu peux avoir l'âme d'entrepreneur, mais aussi apprendre à être entrepreneur, tu vois. Totalement. Ouais. Donc voilà. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Bah, surtout, moi, de base, je ne suis pas un entrepreneur. Moi, je suis quelqu'un de très scolaire. Ouais. Tu vois, j'ai étudié, j'ai bossé dans des grandes entreprises. Mais je me rappelle de l'époque où tu faisais Abenta, mais en même temps tu bossais aussi. Si je me rappelle de cette époque-là. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par avoir un emploi et j'ai tiré toute l'expérience que je pouvais dans cette période de ma vie où j'ai eu la chance de côtoyer des grands chefs d'entreprise, tu vois, parce que Arnaud Lagardère, tu vois, c'est quelqu'un de connu dans le milieu, encore plus son père, Jean-Luc Lagardère, et dans cette entreprise-là, tu n'avais que des tueurs, tu vois, que des gens qui venaient des plus grandes écoles en France. Tu es aux côtés, tu bosses à l'international parce que justement, tu as des, on va dire, t'as des personnes qui notent ta société, parce que moi je bossais dans la partie communication institutionnelle et financière. Ça veut dire que tu as toute la partie où tu as des analystes qui font des commentaires sur la société, sur les résultats. Et nous justement, on doit se servir de ces analyses-là pour pouvoir rebondir. Parce que quand tu fais de la communication institutionnelle, en quelque sorte, tu défends la réputation et l'image de l'entreprise. Et que ce soit sur le plan économique, surtout,
mais également à travers l'opérationnel. Et du coup, tu dois te servir de tous ces éléments-là pour pouvoir mettre en avant le mieux possible ton entreprise. Ouais. Et ça, j'ai réussi à le transposer à travers Abenta, où justement, une de mes grandes forces est justement être capable de communiquer clairement sur ma vision, là où je veux aller, les points forts de ma marque, ce sur quoi je m'appuie, sur les valeurs de ma marque, et justement les embarquer sur ce chemin-là. C'est trop bien. Maintenant, revenons à toi, vu qu'on est, moi, je comprends pas, c'est pour l'interview, on parlait. On est là pour parler de toi. Non, mais c'est toi qui en plus, tu m'as embarqué. À la base, c'est un échange. C'est ça, c'est un échange, faut le dire. Tu vois, c'est un échange. On est là pour livrer le maximum de valeur. Donc, totalement. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est rare que je me retrouve à cette place-là. Ouais, à cette place-là. Ouais. Celui qui est interviewé, etc. Donc, je pense des fois, peut-être, j'ai des petits réflexes sans le vouloir, etc. de relancer le truc. Je crois que c'est ça. mais c'est très bien, c'est un échange. Non, totalement. Totalement. Mais moi, je ne suis jamais rentré dans le détail publiquement sur mes expériences et sur tout ce que j'ai fait. Maintenant, revenons à toi. Ouais. Après le food truck, je pense qu'on est à la période 2018, c'est-à-dire arrive le Covid. Ouais. Ok. C'est-à-dire le Covid, je pense que peut-être tu arrêtes le food truck. Ouais, j'arrête le food truck. Le Covid, je pense, fait du mal à beaucoup d'entrepreneurs à ce moment-là. Énormément, surtout dans le domaine de la restauration. C'est ça. J'avais eu aussi un autre projet en restauration. Ça aussi, j'arrête. Et au final, j'arrête tout ce qui est restauration. Et je me mets dans le monde du VTC. Et grâce à mon grand frère, tu vois, Abdou 94. C'est lui qui m'initiait un peu dans ça. En plus, il vient d'être papa. La félicitations à toi, mon cher. Ouais, notre champion. et ouais, je rentre un peu dans ça. J'essaye de mettre aussi un peu le côté entrepreneur aussi dedans, etc. Par rapport à la sous-location, tout ça. D'accord. Ça rentrer dans tous les détails. Et en parallèle, au bled aussi, des petits projets, etc. En fait, à ce moment-là, j'essaye vraiment de me diversifier un maximum. Parce qu'il y a ça, mais il y a aussi, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je rentre chez Espace. Aussi. C'est à ce moment-là que je rentre chez Espace, parce que c'est quoi, 2023 2023, Ouais, c'est à ce moment-là aussi que je rentre chez Espace et que je rencontre le grand Lamine Guérassi. Le turbo qu'on connaît tous et tout de suite, il y a ce feeling de grand frère à petit frère et c'est comme ça que l'aventure démarre avec Espace. D'accord, très bien. Et combien de fois parle-nous un peu de la Guinée. Tu y allais souvent? Combien de fois tu es allé environ? En Guinée? Déjà, il y a un truc que j'aimerais préciser. Moi, je suis très nul dans les chiffres, j'oublie tout le temps, etc. Ça, il faut que je le dise. Mais le bled, waouh! Quand même, honnêtement, je suis beaucoup allé. T'es quelqu'un qui allait souvent, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu es très attaché quand même de ouf. À la Guinée. Ça représente quoi pour toi? La Guinée? En fait, je vais t'expliquer comment j'ai été attaché à la Guinée. Déjà, je suis attaché par rapport à ma culture. Très bien. Tu sais que nous, ceux qui sommes nés en France et qui ont grandi en France, quand tu es dehors, tu es en France, mais quand tu rentres à la maison, là, la culture guinéenne, djakanké, prend le dessus. Et surtout, moi, mon père, c'est le kéba de la famille. Donc, tu vois. Donc, j'ai été habitué à être toujours avec du monde à la maison, tu vois. Avec les oncles, etc., les amis, les cousins. Donc, j'ai toujours été imprégné de ma culture, tu vois. Parce que ton père, quand même, c'était le patriarche de la famille. C'est ça. Et il est un peu, on va dire, le gardien des traditions. Totalement. C'est ce qui t'a vraiment aidé à être imprégné de cette culture. De plus, il y a ça, du fait que c'est le patriarche, et en plus de ça, c'est sa personnalité aussi. C'est quelqu'un, il accueille. Lui, c'est ça. Lui, il accueille. Tu l'appelles à n'importe quel moment, tu veux passer à la maison, tu passes. Lui, il est comme ça, tu vois. Et même, j'ai envie de dire plus largement, ses grands frères aussi ont été paix à leur âme. Ils ont toujours été comme ça, vraiment accueillants. Et même là, je vais aller encore plus largement, le djakanké, il est comme ça. En vrai, tu vois. Le djakanké, il est comme ça. Il aime accueillir. Il y a un truc qu'on ne pourra jamais nous enlever, c'est la solidarité.
Je pense qu'on l'a vu, de toute façon, avec l'événement de la mosquée de Touba. C'est du 14 juin, ouais. C'est historique, frère. On a rarement vu ça. Donc, je vois, Kabirou, il est là. Il peut en témoigner. Il peut en témoigner. C'était un truc de fou, ce qui s'est passé à ce moment. Là, je commence à prendre mon côté journaliste, il faut que je me calme. C'est un exercice difficile. Mais oui, donc vraiment, j'ai grandi dans ce truc-là. Et en fait, ce qui s'est passé, j'étais parti en Guinée en 2005. D'accord. Mais j'étais petit à ce moment-là, tu vois. Bah ouais, quand même. J'étais petit, dis-toi, même, je vais dire la vérité, on va être honnête ici, j'ai pas kiffé. Parce que bon, c'était la réalité déjà de la vie en 2005. Il n'y avait même pas les smartphones, il n'y avait rien, etc. Et il y avait le retard du pays, forcément. Mais il y avait ce truc-là où déjà j'étais jeune. Et en plus de ça, tu connais, tu t'es toujours accompagné de la maman, etc. En vrai, tu vas que dire bonjour. C'est important, hein, mais tu vas que dire bonjour à la famille, etc. Tu visites pas le pays en vrai, tu vois. Tu visites pas réellement le pays. Et en 2000, on va dire en 2018, je rentre dans l'humanitaire. Ok. Grâce à mon frérot Adama War, qui me fait rentrer dans l'humanitaire, qui est président de l'association Oumana. D'accord. Et on fait des maraudes, etc. à Paris, etc. On fait des trucs. Et au final, il me propose en 2019 d'aller en Guinée pour aller faire des forages. T'avais quel âge à ce moment-là? Ok, je t'ai déjà dit dans les chiffres, je suis nul. Je sais même pas, j'avais quel âge? J'avais 21 ans, je sais plus. Ouais, 22, 23. 23, ouais, je sais plus. Je sais plus, j'avais quel âge réellement. Et on y va là-bas. Et tu débutes ton premier voyage humanitaire? C'est mon premier voyage humanitaire. Wow. En Guinée en plus? En Guinée. Ok. Et grâce à lui, au final, bah là, j'en suis peut-être à 4. Mais c'est lui qui est investigateur, c'est lui qui a créé ça en moi, tu vois. On y va en 2019, mais vraiment, je lui dois beaucoup à Adama. Parce que, un, il me fait rentrer dans l'humanitaire, je kiffe ce truc. Et de deux, au final, c'est grâce à lui que je vais voir réellement, que je rencontre réellement mon pays. Tu vois, d'origine, tu vois. Il t'a fait découvrir, à travers l'humanitaire, tu as découvert une autre facette de la Guinée. Une autre facette que je ne connaissais pas, que je ne soupçonnais pas. T'es allé où? Je suis parti dans le Fouta. Ok. On est arrivé le jour même, on n'a même pas fait 30 minutes à Conakry, en cas à l'aéroport. On est directement, on a pris les 4x4, on est parti dans le Fouta. Pita, Mahmoud, Alaba, Kindia, tout ça. Ok. Vraiment, j'ai été époustouflé par mon pays. Et en plus de ça, tu connais quand tu es jeune. J'étais parti avec mes potes aussi, des Younes, tout ça, c'est des Antillais, etc., Ivoiriens. On se vanne. Mais je me dis, est-ce qu'ils vont pas me terminer eux quand. Ah bon, voyage humanitaire, tu es parti avec des amis en plus? Ouais, parce que Adama, c'est mon ami. Donc on a des amis en commun. Donc au final, c'était un voyage humanitaire, mais c'était aussi un voyage entre potes aussi. Faut le dire, tu vois. Super expérience quand même. Super expérience. On va là-bas. Ok, mais je suis trop fier de leur dire, ouais, ça c'est mon pays. Eh frérot, c'est dingue tout ce qu'on a pu voir dans le Fouta. Et en plus, je ne connaissais vraiment pas moi cette région-là de la Guinée, mais c'est magnifique. Et j'ai eu un réel coup de cœur pour mon pays à ce moment-là. Et je me suis dit, mais en fait, je suis un ouf. J'ai la chance de jouir de cette double culture, d'être originaire de la Guinée, d'avoir grandi en France. Il faut que j'en profite. Et quelques mois après, j'y retourne. Direct. Quelques mois après, j'y retourne. Et je pense que c'est à ce moment-là aussi, putain, Adama, je le dois vraiment beaucoup, qu'il y a ce côté-là, reporter, qui vient. Parce que du coup, moi, quand je vais en Guinée… t'as envie de… Ce que tu as vu, tu as envie de le partager. Totalement. J'ai eu ces réflexes-là, du coup, naturellement, parce que ça fait longtemps, on n'a pas parlé de ça, que je suis un peu dans l'audiovisuel, etc., un peu dans le divertissement. Mais là, on touche à la source, là. Ouais. Là, c'est vraiment le truc qui m'anime le plus, tu vois. Donc, je vais là-bas, je snap un peu tout, des blagues, etc. En même temps, je fais le reporter. Et puis voilà, mais on peut dire même un peu que c'est… cette vocation, elle est née grâce, on va dire… Je te dis la vérité même, c'est grâce à ça même que j'ai connu Lamine. Parce que j'ai mon cousin, Maxus, qui a un lien de famille, du coup, qui est cousin avec Lamine Guérassi. Lui, il voit ça, il me dit, il faut forcément que je te fasse rencontrer Lamine. Parce qu'à l'époque, lui, c'est le poste du premier groupe… numéro 1. Numéro 1, tu vois. Numéro 1. Et je lui dis, vas-y, avec plaisir. Il arrive à créer cette connexion. Et on va dire, mais purée, Snap, ça m'a amené quelque part. Les réseaux sociaux, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui fait que je rencontre Lamine.
D'accord. Ok, première rencontre avec Lamine. Première rencontre avec Lamine. Qu'est-ce que tu te dis? Parce que quand même, il a un sacré pédigré. C'est le PDG du groupe numéro 1 audiovisuel dans le pays. C'est l'homme le plus populaire et le plus influent. C'est ça. Quand j'y vais, pression un peu. Ouais. Pression parce que je me dis, purée, là, je vais voir quelqu'un, tu vois. Donc, je me dis, ouais, je vais rencontrer une grande personnalité, tu vois. Et puis, moi, je le voyais qu'à travers l'écran, YouTube, etc., tu vois. Donc, et puis, c'est un modèle, t'as capté? Totalement. C'est un modèle et au final, je l'ai rencontré chez lui. Et on s'assoit, on regarde la télé et je prends les devants. Je prends les devants. Tu tentes ta chance, quoi. Oui, je tente ma chance. Je lui parle de journalisme, on parle de ce qu'on voit à la télé, etc. Parce que je crois en plus, il regarde une de ses chaînes, etc. Et vraiment, il y a un feeling qui se crée, réellement, tu vois. Il y a un feeling, il voit un petit qui est motivé et qui surtout est passionné par ça, tu vois. Et parce que lui-même, c'est un grand passionné. Ouais, c'est ça. Lui, c'est la passion avant tout, tu vois. Et par la suite, il me dit, vas-y, demain passe Espace, tu vois. Je te jure, mais Lamine, il est incroyable. Il est fort, hein. Et il me dit, le lendemain passe à Espace, je vais à Espace, bam, il me propose une émission. Tu passes en direct. Non, ouais, tu m'as spoilé. Il me propose une émission. Déjà, il me propose une émission le lendemain. Et 20 minutes après, il dit, ouais, on passe en direct. Tcha! Je dis, mais ouais, c'est beaucoup d'un coup, tu vois. Ah, lui, ça va vite. Hein. Ça va vite. Et je sais pas, on n'en a jamais reparlé. Mais peut-être c'était un test aussi, je sais pas. Peut-être c'était un test. Et on passe en direct, ça se passe trop bien. Et c'est comme ça que je commence, on va dire, ma petite, je sais pas si je peux dire carrière. Le mot est trop fort, mais en tout cas, je commence mon expérience, on va dire, dans... Tes débuts dans le journalisme. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais ce qui est bien avec Lamine et qu'il faut saluer, c'est que c'est quelqu'un, on va dire... il a lancé énormément de carrières et c'est quelqu'un qui sent les choses et les potentiels. Moi, j'ai vu énormément je pense une grande partie des journalistes de Guinée sont passés par Espace. Donc, c'est quelqu'un, il a énormément fait pour le paysage audiovisuel guinéen et je pense que ça, c'est quand même à saluer. Ah oui, non, mais c'est un mastodonte comment dire ça, du monde des médias. Et ouais, il a aidé énormément de personnes, des artistes, etc. Tu sais, j'étais au concert de... j'ai fait Saifon, et j'ai fait Fishkila à l'Olympia et à la Cigale. J'ai couvert l'événement avec Espace, tu vois. Et à chaque fois... Parce que moi, j'arrive, ils ne me connaissent pas, tu vois. Mais quand je viens, je dis oui, c'est Espace de Lamine Guirassy, c'est fini. On m'ouvre les portes tout de suite. Il y a un respect pour Lamine, il est énorme, tu vois. Et puis voilà, bon, il y a des choses que je rajouterai, mais par la suite. Très bien. Du coup, tu commences ta carrière en tant que journaliste chez Espace. Et du coup, tu as droit, on va dire, à ta première émission, c'est ça, le Macho? Ouais, c'est vrai. C'est du coup le Macho. Tu parles de quoi? Du coup, cette année, le Macho de maintenant ou... Parce que tu sais qu'il y a un ancien Macho. C'est ça, il y a un ancien macho. Parce que moi, de base, Lamine me propose quoi comme mission? Une émission, parce que moi, je lui dis, moi, je ne peux pas rester au bled, tu vois. J'ai ma vie en France, etc. Je travaille, etc. Et il me propose de tourner des émissions en France et qui sortent du coup en Guinée. Et du coup, l'émission, c'est de mettre en avant ces personnes-là qui font pour la diaspora. Ça peut être tout type de profil, etc. Et je commence par ça, en fait. Du coup, au final, le macho de base, c'est des docs. C'est des petits reportages, tu vois. Et on fait ça. Et j'ai même fait un truc au final à Madrid. On a couvert quelque chose, etc. Donc, je fais mes petits trucs, etc. Mes petites expériences. Et là, Lamine, il a cette idée, parce qu'il aime se renouveler, d'ouvrir des locaux Espace à Paris. Et il me dit, bah ouais, champion. Là, c'est le moment que tu puisses vraiment te révéler. Et là, c'est vraiment le vrai macho. Parce que quand on entend macho, dans macho, il y a chaud. Donc, il faut que ça bouge un peu. Et c'est comme ça qu'est né le macho. Et puis voilà, on a commencé là il y a quelques mois. Et c'est très bien, il est content. Les chroniqueurs aussi font un taf de fou. Ouplo, Tijari, il y a toi aussi.
Youssous, Douki, plein d'autres personnes. Je sais que j'ai oublié des personnes. Awa, je veux pas oublier, mais ça va être difficile. Mais voilà, c'est un travail d'équipe. Ouais, c'est un travail d'équipe qui, moi aussi, et qui franchement porte ses fruits. Franchement, ça se passe bien. Très bien. Et là, à la rentrée, on essaie de voir ce qu'on peut faire, évoluer, tu vois, se renouveler, et puis ouais. Et quelle est la cible vraiment du Macho? Ça s'adresse à qui? Le Macho, la cible, c'est moi en tout cas, ma cible, c'est la diaspora en premier lieu. D'accord. Parce que je trouvais que les émissions qu'il y avait chez Espace, la cible, c'était vraiment les Guinéens ou les Africains qui sont sur le continent, tu vois. Et là, je me disais que moi, j'ai cette double culture-là, j'ai le langage un peu des jeunes d'ici. Si je fais une émission avec aussi des jeunes d'ici, etc., ils peuvent se sentir un peu représentés, la diaspora, la jeune diaspora en tout cas, de France, mais qui est originaire de la Guinée ou de l'Afrique en général, tu vois. Donc vraiment, la première cible, c'est la diaspora. Et puis largement, du coup, faire découvrir un peu cette diaspora aux Guinéens, aux Africains qui sont sur le continent, tu vois. En quelque sorte, faire ce lien-là entre la Guinée et la diaspora. C'est ça. Après, vraiment, j'ai cette humilité quand même de me dire que je ne suis pas le premier qui fait ça, mais en tout cas, j'essaye de le faire. Totalement. Et puis voilà, je trouve que c'est un beau projet, en tout cas, le Macho. Oui, franchement, c'est intéressant. Et ce lien-là, je pense qu'il est très, très important dans la mesure où, aujourd'hui, on a cette volonté d'apporter, on va dire, à notre pays d'origine. Parce qu'on a grandi ici, on a fait nos études ici, on s'est marié ici, on a des enfants ici. Mais en quelque sorte, quand tu rentres en Guinée, tu as l'impression d'être chez toi, tout simplement. Ah oui, c'est totalement moi cette impression. Cette double culture-là, on peut pas se l'enlever. C'est vrai qu'on est français, mais on a aussi nos racines qui sont en Afrique. Et faire ce lien-là entre ces deux continents, je pense que c'est une force. C'est une richesse. C'est une richesse. Faut vraiment en être conscient. C'est une richesse. Et en tout cas, moi, je suis imprégné de ça, vraiment, de ma double culture. Et puis, j'espère en tout cas que Dieu m'accordera cette chance de pouvoir continuer dans ça, quoi. Super. Super. Maintenant, tu vas nous parler un peu du grand tournoi que tu organises chaque année. D'où est venue cette idée de ce tournoi caritatif-là? Ce tournoi caritatif, ok. Mais il faut que je revienne vraiment à la jeunesse du truc. Vraiment. Ce qui s'est passé, c'est que l'histoire, elle est vraiment incroyable. Elle est dingue. Je suis au Kremlin-Bicêtre. Et il y a un débat entre mon frère et un cousin à moi. Ouais, non, mon équipe elle est plus forte que toi, etc. Vas-y, viens, on fait un five. Et au final, on va au five d'Ivry. Mais moi, j'ai été déjà dans ce truc-là de snapper un peu, tu vois. Et je vais là-bas et je fais... dans ta phase de journaliste, quoi. Ouais, mais à ce moment-là, pas réellement. Parce qu'il faut dire un truc, hein. Le surnom Mad Journaliste, c'est pas moi qui me suis dit ouais Mad Journaliste, c'est les gens qui ont dit ouais Mad Journaliste, tu vois. Donc moi, même là à l'heure actuelle, j'ai du mal à dire que je suis vraiment journaliste. Je préfère dire ouais moi je suis présentateur télé, radio, tu vois. Parce que je me dis vas-y, regardez, ils ont fait des études de journalisme, etc. J'ai pas la prétention de dire que je suis journaliste, mais c'est dans le délire que les gens ils ont dit journaliste par rapport au Snap, etc. Parce que je faisais le journaliste. C'est ça le truc. Et du coup, il y a ce five là, c'est un match seulement par contre. C'est juste un match. Et il y a mon frérot Hamza qui joue dans l'équipe de Abdou qui est là. Et il voit les snaps. On va dire c'était comme on va dire une rediff pour lui. Et il me dit trop bien. Et c'est lui qui me parle du fait que là ils vont faire un petit tournoi au five. Et que ce serait bien que tu viennes qu'il fasse la même chose, tu vois. Et à ce moment-là, je viens parce que en soi, j'y vais
Je connais pas tout le monde, mais il y a une grande majorité, je les connais déjà. Parce que déjà, on se connaît tous, les Omzo, les Hamza, les Gucci, etc. On se connaissait déjà. Et là, tout ça, bref. Et je fais la même chose. Je fais la même chose. Et sur Snap, je vois que les gens kiffent. Et les gens qui jouaient sur le terrain, ils m'ajoutent tous « Oh, lourd, mortel, ça archi bien ce truc-là. » Après, on se dit « Mais attends, il faut qu'on refasse. » En plus, moi, à ce moment-là, je reçois beaucoup de messages, etc. Je dis « Mortel, c'est trop bien ce truc. » Tu vois? Ton Snap, tu commences à pop, quoi. Ouais, honnêtement, ouais. Pour dire les termes, ouais. Tu vois? Et on se dit, on fait un deuxième, tu vois? 4 équipes, hein, toujours. Ok, c'est qui les 4 équipes? Bokeh, Kindia, Minyorore et Touba. D'accord. C'est dingue, en plus, quand je regarde les mémoristes des premiers snaps, même Minyorore, j'arrive pas à bien prononcer. Et tu sais que c'est vraiment l'une de mes plus grandes fiertés, c'est que Minyorore, il faut dire la vérité, avant, c'est pas tout le monde qui connaissait. Du tout, moi je connaissais tu vois? Pas du tout. Chez les jeunes de France, en tout cas, c'était pas tout le monde. Maintenant, Minyorore, mais tout le monde connaît. Et ça, c'est vraiment une fierté de me dire que, ouais, vas-y, contribuer en tout cas au final que Minyorore soit à sa place au final, tu vois. Et on refait un deuxième, pareil, troisième, pareil. Je crois que ça fait que de monter. Les gens kiffent. Et je reçois beaucoup de messages par rapport à ça, tu vois. Mais, en vrai, quand je le fais, moi, c'est toujours... Non, moi, c'est juste dans un délire. Moi, j'aime faire ça. C'est du divertissement. Parce qu'avant, j'avais déjà fait des vidéos, à l'époque, sur Internet. J'avais fait un peu d'acting. J'ai fait un peu de stand-up. Donc, en fait, moi, c'est dans la continuité de... T'es dans ton perso. Ouais, je suis dans mon perso, moi. Moi, c'est un truc que j'aime bien, tu vois. Et plus on fait deuxième, troisième, là, par contre, il y a des gens même qui commencent à venir au Five. Des supporters, ouais, des fans. On se dit, wesh. Et là, ça devient vraiment un truc balèze, mon Five. Tu vois? Je crois au 4e ou 5e, je ne sais plus. On se dit, là, le truc, là, il prend quand même, on va faire ça sur le grand terrain. Et tu sais, quand on se dit qu'on va faire ce grand terrain, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que je pourrais snapper pareil? Parce que tu vois, Five, c'est facile. Ouais, c'est petit, etc. et tout. Il n'y a pas énormément de monde. C'est ça. Et là, on fait ça sur le grand terrain, et là, par contre, boum. Là, par contre, là, c'est le vrai premier boom. Parce qu'à ce moment-là, déjà sur le terrain, il n'y a pas tout le monde que vous voyez, que vous avez vu là, au dernier tournoi. Là, vraiment, on est encore entre nous, entre frères, entre cousins, entre potes, tu vois. Et là, par contre, ouais, là, je reçois des messages de partout. Je reçois un message de toi. Je reçois un message de toi. Non, mais t'étais venu toi déjà. Oui, j'étais venu. Ouais, si, t'étais venu déjà. Ouais, j'ai vu le truc. Ouais, t'as vu le truc. T'étais venu carrément. Mais après, tu m'as envoyé un message parce que tu me dis, ouais, quand même, t'avais eu cette vision-là de dire, ouais, ce truc-là, il peut aller encore plus haut, tu vois. Mais il faut dire la vérité, c'est toi et Faf qui a amené ce côté sponsoring, Djaby Kaba, tu vois. C'est même à l'époque, même je ne sais même pas si on parlait de sponsor, vous avez donné la force, tu vois. Il faut dire la vérité, vous avez donné la force, vous avez mis de l'argent, tu vois. Et il y a la sœur aussi, je lui passe le salam, ouais, qu'on salue, Nafanta, qui avait aussi une idée de faire un tournoi. Mais comme c'est une femme, elle n'est pas dans le monde du football, etc. En tout cas, voilà. Elle m'envoie un message, elle me dit ouais, ce serait bien qu'on fasse un tournoi caritatif, tu vois. C'est là que vient le côté. C'est elle qui amène le côté caritatif, très bien. Tu vois. Et je reçois ces messages-là de toutes parts. Je me dis moi j'ai du mal à gérer tout ça. Attends, je vais créer un groupe. Je vous ai tous mis dedans. C'est un sacré bordel au début. Ah oui, dans le groupe, il y avait tout le monde, c'était le bordel, etc. Vas-y, moi je vais me décharger un peu du truc. Donc je mets tous les frères du Five, je vous mets, etc. Et je me dis, comme ça, vas-y, je suis tranquille, tu vois. Parce qu'au final, tout le monde vient te voir, toi. Ouais. Mais toi, on va dire, t'es pas encore dans la position où tu te dis que tu es l'organisateur de ce mouvement-là. Ouais. Non, à ce moment-là. Parce que pour toi, tu participes au délire. Pour moi, à ce moment-là, je fais juste mon kiff de snapper et de faire le journaliste. C'est juste un kiff. C'est juste un plaisir de faire ça. Moi, je vois. Au départ, je vois rien d'autre. Tu vois. Juste le divertissement. Juste le divertissement. J'aime bien. Tu vois. Et on aime tous. Ouais, voilà.
j'aime bien, c'est juste ça. Et puis voilà, au début c'est ça. Et au final, on fait une réunion. Tu étais là d'ailleurs, Fof était là, Nafanta était là, tout le monde était là un peu. Et là, on commence un peu, on va dire, à organiser les contours. Ouais, voilà, du premier tournoi, en tout cas avec le premier tournoi caritatif et du coup le tournoi aussi avec des sponsors. Et en plus de ça, c'est là que tu vois que le truc il a évolué, c'est qu'on finit la réunion et tout de suite ça dit ouais, faut faire une vidéo. Après ça dit Mad, journaliste, parle, va devant, fais la vidéo. Et dans la vidéo, de toute façon, le public à cette vidéo, on voit que tout le monde est un peu derrière et que j'invite tout le monde à venir au retour. Et c'est du coup, par la suite, j'ai fait beaucoup de vidéos. C'est moi qui lance, on va dire, le mouvement à chaque fois. Et quand tu vois la dernière vidéo, là, par rapport à l'ancienne vidéo, rien à voir. Rien à voir. On a vraiment évolué par rapport. Je crois qu'on a fait avec un téléphone même. Ouais, bah oui, c'était avec un téléphone. Ouais, avec un téléphone. Et puis c'était un ancien iPhone un peu, je crois. Et puis on lance ça. Et du coup, c'était le tournoi Abenta en faveur d'Orphelins de Guinée. Et puis ouais, on lance ça. Et puis ça a été le premier succès. C'est-à-dire là, on passe d'un Five à vraiment un événement local dans la mesure où au Five, je sais pas, il n'y a même pas 50 personnes. Et c'est un peu plus quand même. Un peu plus. Un peu plus, ouais, un peu plus que 50 personnes. Un peu plus que 50. En tout cas c'est sûr. Non, le premier Five, je pense, ouais, on est peut-être à 50 personnes. Et par la suite, je pense qu'on est. Il y a de plus en plus de monde. Il y a au moins 100 personnes après, au dernier tournoi, peut-être un peu plus même. Ça veut dire que après la première réunion où justement on se dessine les contours, où tu as le côté caritatif, tu as la partie financement, la partie aussi sécurité, gestion des équipes. Il n'y a pas de sécurité à ce moment-là. Qu'est-ce que tu te rappelles bien? La sécurité, c'était nous. Ah ouais, c'est vrai. C'était nous. C'était les BEMS. BEMS, lui, c'est son métier de base. Oui, mais c'était voilà. Ça veut dire que quand même, la chose a commencé à être un peu organisée. Quoi. Ça commence à être cadré. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas... Par exemple, là, cette année... on a pris une équipe de sécu vraiment, tu vois, on les a payés, etc. Là, non, c'était notre truc entre nous, chacun essaie de gérer, etc., comme il peut, etc. Il n'y a même pas vraiment de rôle prédéfini, hein. On vit le truc, et puis voilà. Il y avait une première organisation, c'est vrai, mais de toute façon, c'est normal, hein. Plus les années passent, plus on évolue, on se structure. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est le premier tournoi, on va dire, où on organise un peu le truc, où il y a une campagne un peu, où il y a des flyers. C'est le réel premier tournoi par rapport à ça. Au-delà des sponsors, il y a également énormément de personnalités publiques qui donnent de la force. Tu sais que c'est ouf cette histoire. Tu sais pourquoi? Je crois que c'est à ce tournoi-là qu'on a le plus de vidéos. Mais incroyable. Mais dingue. En fait, mais tu sais pourquoi aussi? C'est qu'en fait, on était tellement tous ensemble dans un délire. Lui, il a le contact de lui. Vas-y, dis-lui de faire la vidéo. Lui, il a le contact de lui. Dis-lui de faire la vidéo, etc. On a eu des vidéos vraiment de grosses têtes du pays, même hors du pays. Hein. Des humoristes français. Vraiment, on a eu beaucoup de gens, tu vois. Les plus grosses personnalités, c'est qui à cette époque-là qui font des vidéos? MHD, Serrou, il a déjà fait une vidéo. Abdoulaye Touré, Jimo, il a fait une vidéo. Mohamed Simakan. J'avais qui d'autre? Oh, il y avait du monde. Il y avait Redouane BH. T'as Lamine Guirassi aussi. Lamine Guirassi aussi. Qui fait une vidéo. Également Ibrahim Sorel Keita, un homme politique guinéen. Il y avait du monde. Également de soutien. C'est-à-dire qu'il y a en tout cas cet engouement qui commence à se créer au sein de la communauté guinéenne. Et en plus de ça, moi, je le vis vraiment pour de vrai parce que du coup, c'est sur mon Snap, c'est ça que ça se passe. Et je dis, wesh, les trucs, ils commencent vraiment à prendre. Mais à ce moment-là, encore une fois, vérité, il faut être honnête. Je me dis pas que ça va devenir le tournoi que c'est devenu. C'est du divertissement, mais un peu plus organisé. C'est ça. En fait, là, je me dis que le tournoi, au final, il sert un peu à quelque chose. Là, on rassemble un peu plus de personnes. Et en plus de ça, il y a ce côté caritatif, ce côté humanitaire qui forcément m'intéresse de fou par rapport aux expériences que j'ai eues avec Oumana. Je me dis, là, vraiment, on fait un truc qui sert à la communauté et pour des personnes qui sont dans le besoin. Ok, ça veut dire que
Ce tournoi-là, non seulement il permet d'unir la communauté, mais aussi il permet d'avoir de l'impact. Quelles ont été les réalisations les différentes réalisations qui ont été effectuées suite au tournoi? Tu parles de tous les tournois là ou ce premier tournoi? Tous les tournois. Tous les tournois. En commençant par le premier. Bah, y a l'orphelinat d'orphelins de Guinée. Ok. Où ça? À Boké. Ok. À Boké. En tout cas, je crois qu'on a aidé à finaliser, tu vois, parce qu'ils avaient déjà fait un taf de fou en amont, tu vois. J'ai même pu partir là-bas et le voir. Franchement, vraiment, vrai big up à Orphelins de Guinée, à Nafanta, ils font un taf de fou. Et ça m'a fait plaisir de voir ça pour de vrai, tu vois. Il y a aussi, du coup, l'association Œuvre et Charité. Qui aide pour des madrasas, qui aide aussi d'autres associations. Même pas que en Guinée, hein. Je serai en Mauritanie, au Sénégal aussi. Ils sont présents dans le même pays en Afrique. Ouais, voilà. Donc voilà, ça a aidé à plusieurs choses. Et là, cette année, à l'orphelinat à Kindia, à travers l'association IDC, et pour le centre de santé à Damango, à travers l'association Ajika. Donc vraiment, c'est une réalité, ce tournoi, il aide réellement. Il y a un impact. Il y a un impact, tu vois. Et franchement, gloire à Dieu, gloire à Allah par rapport à ça. Franchement, c'est super de participer à ce genre d'initiative-là et de voir en tout cas cet impact positif, parce qu'au moins tu es là pour faire des belles choses. Et ça, c'est fort quand même. Donc, vraiment, félicitations à toi et aux équipes. C'est ça, encore une fois, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe. Et vraiment, mais je pense qu'on ne sait pas à combien de temps on est sur cette terre, tu vois. La question, on peut faire du bien, viens, on fait. T'as capté? Totalement, bah oui. Ça coûte rien. Et au final, tu gagnes à faire ça. Ça me fait plaisir. Genre, je me rappelle mon premier voyage humanitaire, quand on arrivait dans les villages, vraiment accueillis, vraiment de manière incroyable, etc. Et il me disait merci, je disais mais merci à vous. Là, l'émotion que vous procurez en moi, elle est énorme. J'ai l'impression vraiment de servir à quelque chose. Dieu merci, je suis imprégné de ça et j'espère l'être toute ma vie, tu vois. Alhamdulillah. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles un peu de cette transition de Mad le journaliste à Mad le président de l'association AES. Non, c'est pas US. C'est quoi? ASFG. ASFG. AES, c'est donc. c'est le truc des révolutionnaires. Oui, parce que moi, comme tu l'as dit, je te suis depuis le début de cette aventure. En tout cas en ce qui concerne le tournoi caritatif que tu organises chaque année. La première année, c'était un délire. Un délire organisé, le premier tournoi, où justement il y a plusieurs personnes qui sont venues, on va dire, essayer de t'aider à cadrer la chose. Mais comme tu as dit, au fur et à mesure des années, il y a une montée en puissance, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus d'impact. Et toi, justement, comment tu arrives à gérer, on va dire, cette montée en puissance de cet événement-là? Parce qu'au final, naturellement, les gens se sont tournés vers toi. Et du coup, comment justement tu es arrivé à gérer cette transition en tant que journaliste jusqu'à président de l'organisation Vérité, jusqu'à maintenant, je n'ai pas fini de la gérer, cette transition. Parce que si tu regardes bien, le jour J, ceux qui étaient là, j'étais dans la peau du président, j'étais à gauche, à droite, etc. C'est la première fois que je vis le tournoi comme ça, de cette manière-là. Mais sur mon t-shirt, il y a écrit Mad le journaliste. T'as capté? Et je snap toujours. T'as capté? Même un truc tout bête. Hein. Je suis en train de snapper un match. Et là, à l'oreillette, on me dit ouais, Fichkila, elle est là. Matt, faut que tu viennes absolument. Je suis obligé de lâcher le snap et d'y aller. T'as capté? Donc j'étais dans cet entre-deux-là. Mais tiraillé d'une manière. Jusqu'à présent, je me pose la question. Parce que là, on n'est plus dans le divertissement, on est dans le. Voilà, c'est là, je pense que les gens l'ont vu avec l'organisation qu'il y a pu avoir. Alhamdoulilah, les gens, la grosse majorité des gens, ils disent que ça a été bien organisé. C'est que là, il n'y a plus genre en mode
je viens, je snap et je pars. Non, là, ça se prépare des mois à l'avance. Je pourrais même dire 1 an à l'avance, hein, quasiment. Parce que le stade Jambon, on l'a eu 1 an avant, juste après le tournoi avec Œuvre et Charité. On a eu, je crois, 10 jours, 1 semaine après, je rencontre Bakaï, on pourra parler de lui après. Et du coup, il y a le stade Jambon. Du coup, ouais, il y a ce truc-là où, au final, tu sais, vérité, hein, je te dis la vérité, ça fait des années qu'on me disait, ouais, mets-toi président, mets-toi président. Mais je voulais pas. Pourquoi? Parce que, frérot, moi, je suis là juste pour kiffer, de base. Et je me disais, vas-y, j'ai pas envie de prendre cette responsabilité-là. Et puis, tu sais, je pense, je sais pas, mais je me dis, mais t'es qui toi pour être président? Comme toi, Naké. C'est le syndrome de l'imposteur. C'est ça, je me dis, mais non, je me voyais pas, moi, forcément à cette place-là. Et plus le truc, il évoluait, plus on me le disait, plus je dis, Matt, peut-être, ouais, faut que tu prennes tes responsabilités. Faut que, il y avait peut-être aussi le fait que tu n'avais pas encore assez suffisamment confiance en toi pour justement endosser ce rôle-là. Peut-être. Parce que, tu sais, le leadership, c'est quelque chose qui, on va dire, s'apprend, tu vois. Je pense que c'est réel ce que tu dis, par exemple. Parce que moi, ils l'ont naturellement, ouais. Mais pour d'autres personnes, ça doit... C'est ça. En fait, en termes de business, je pense que je l'ai, tu vois, par rapport aux expériences que j'ai pu avoir. Mais dans ce délire-là, vraiment, je me disais... Déjà, moi, j'ai un problème. J'ai du mal à dire non. Ça, c'est dans ma personnalité. J'ai du mal à dire non. Franchement, je suis trop facile, moi. C'est trop facile de me convaincre. Ouais, franchement, donc il y avait ce côté-là et j'avais du mal à me dire que, genre, je vais prendre des décisions. J'avais du mal, moi, avec tout ça, à me dire que, ouais, ce côté-là où vraiment, je me disais, ouais, Matt, si tu te mets président, ça fait prétentieux. C'est pas forcément une mauvaise chose d'être président. Non, c'est pas une mauvaise chose, mais au final, là, on a une vision un peu négative du chef, du fait que ouais, c'est le gars qui doit décider de tout ou quoi que ce soit, alors qu'au final... Au final, ouais. Ouais, c'est ça. J'avais cette... C'est-à-dire que tu avais cette appréhension-là. J'avais cette appréhension-là. J'avais l'appréhension de me dire qu'est-ce que les gens vont dire, malgré qu'on me disait, mets-toi président, tu vois. Et mais tu vois à peu près l'impact de justement ces croyances limitantes. Tu as parlé de qu'est-ce que les gens vont dire. Tu as parlé de justement cette prétention. Ça fait prétentieux. Je ne sais pas dire non. Ça veut dire, déjà là, tu t'es mis énormément de barrières qui auraient pu t'empêcher justement de prendre cette place-là et de continuer à avoir cet impact-là au final. Mais là, comment dire ça, je vais taire son nom, peut-être il n'a pas envie, mais j'ai un frère, on va dire le L, il va reconnaître, mais tous les ans, il dit Matt, moi je vais te frapper. Tout le temps, il me disait, mais tu fais quoi? Mais là, c'est ton rôle, en fait. Il dit, c'est ton rôle, fais-le. Mais je disais, non, vas-y frère. Moi, le tournoi, il est fini, c'est bon, je retourne à ma vie tranquille. Et puis voilà. Et au dernier tournoi, à la fin non, pas le dernier tournoi, du coup, le tournoi d'Œuvre et Charité. Là, tu prends une décision. Là, on me le dit encore. Et je me dis, ouais, là, c'est le bon moment. Là, c'est le bon moment pour l'être, avec vraiment toute l'humilité du monde et avec le comportement qui va avec aussi, tu vois. Il ne faut pas croire que tu es on va dire, que tu es le boss et tout le monde c'est ton petit, non. C'est pas comme ça, tu vois. Et j'ai essayé vraiment de l'amener avec respect, parce qu'il y a des personnes qui sont plus âgées que toi. Totalement. Ce respect-là ne pourra jamais partir. Même hormis ça, le respect envers la personne qui est en face de toi, tu vois. Et vraiment amener ça avec de l'humilité, avec de l'humanité. Et puis voilà, jamais par exemple, je prends une décision comme ça sur un coup de tête, on y va, etc. Non, il y a mes frères qui sont autour, chacun donne son avis, chacun donne sa décision, t'as capté ou pas? On est tous ensemble, tu vois. Et puis voilà. Mais au final, il faut qu'il y ait une personne qui tranche. Oui, il faut qu'il y ait une personne qui tranche, mais encore une fois, être le plus juste possible et pour le bien de l'organisation. Pour le bien de l'organisation, du coup, ASCFG.
ASCFG, Association Sportive Culturelle Franco-Guinéenne. Et puis voilà. Et en plus de ça, pour l'association, nos ambitions sont grandes, je ne vais pas le cacher. C'est ce qui s'est passé. Là, il y a quoi, un peu moins de 2 semaines. Hein. Ouais, un peu moins de 2 semaines. Un peu moins de 2 semaines. L'ASCFG. ASCFG. L'Association Sportive Culturelle Franco-Guinéenne. Et oui, on a à cœur même exclu hein, pour toi de faire même d'autres événements. Parce que du coup, association sportive, le tournoi, je pense que le tournoi c'est bon, c'est un autre truc, etc. On va pas s'éparpiller partout, mais culturel du coup. Et ce serait bien de faire un événement autour de la culture. C'est-à-dire que tu as également à cœur de justement mettre en avant la culture guinéenne également. Oui, moi c'est un truc qui m'anime. Le tournoi qu'on a fait avec Rêverie Charité, un mois et demi après, je fais un barbecue des Djakanké, tu vois. Je suis imprégné de ça. Chaque personne qui fait un truc, entre guillemets, qui fait des trucs pour la communauté, j'essaie en tout cas de donner ma force. Moi, quand, par exemple, ma sœur Kadi Touré fait Africa Entrepreneur, mais je fonce. Je fonce, c'est trop bien, tu vois. Quand tu fais le truc Diaspora, c'était Diarasumou, je crois. Ouais, les Diarasumou, ouais. Mais je fonce. Je fonce parce que je dois soutenir mes frères et sœurs qui font des choses pour la communauté, tu vois. C'est quelque chose qui m'anime vraiment. J'aime ça. Super. Super. Quels sont, on va dire, ton plus grand rêve pour ce tournoi dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aimerais qu'on fasse ça dans un stade. Un stade? Un stade, frérot. Un vrai stade. Frérot, on vient du Five. On vient du Five, frérot. Tu vois. Et là, quand je dis stade, bon, Jean-Bouin, c'est un stade. Hein. Oui, mais là, du coup, un stade... un stade de compétition, quoi. C'est ça. Un stade, un grand stade, et que que ce soit retransmis à la télévision. Là, on soit déjà au tournoi. Tu as passé un autre cap déjà. Il y avait RTG, il y avait Espace. Wow. Les 2 plus gros médias. C'est-à-dire que ça commence déjà à avoir un écho au niveau national. C'est ça, c'est ça. Le but, c'est à l'événement national. C'est ça. Ce serait le but, que ça devienne, qui sait aussi, le faire peut-être en Guinée, tu vois. Là, j'avoue que le tournoi, ça fait quelques jours qu'il est passé. Il y a beaucoup d'idées qui fusent. Et il faut prendre le recul pour faire les meilleurs choix possibles. Il y a un élément sur lequel on n'a pas énormément discuté, c'est sur le sportif. Est-ce qu'il est arrivé que, je ne sais pas, parce que c'est quand même des personnes qui jouent au foot, qui est arrivé qu'il y ait des recruteurs qui viennent faire du repérage de certains joueurs? C'est arrivé. Parle-nous un peu de ça. C'est arrivé. C'est-à-dire au-delà du côté impact associatif, etc. et tout, au niveau personnel pour les personnes qui participent à ce tournoi-là. Déjà, il y a l'impact des rencontres. Je suis mort, il y a des mariages même qui sont créés. C'est incroyable. Wow. Il y a cet impact-là, il y a du coup pour le bas, il y a aussi pour le business. J'imagine même que tu as pu rencontrer d'autres entrepreneurs, etc. C'est sûr, c'est un moyen de networker. C'est ça. Il y a aussi les rencontres du coup sportifs. Je sais, en tout cas, parce qu'à travers Snap, il y a des recruteurs qui m'ont déjà envoyé des messages. Ouais, j'aimerais bien que tu me donnes le contact de ce jour-là, de ce jour-là. Après, vérité, je ne sais pas ce qu'il y a eu par la suite. Ouais, moi j'envoie après. La prochaine fois, là, moi, je prends ma com. Hein. donc voilà. Mais c'est pour ça que c'est vraiment un impact à tous les niveaux ce tournoi. Et c'est beau, tu vois. Et c'est aussi un impact pour des personnes, pour les sponsors, tu vois. Moi, un sponsor comme DSS, DSS, il y a 2 ans ou 3 ans, c'est la 3e année où il est sponsor. Il y a 3 ans, il était connu déjà. Il marchait bien, alhamdoulilah. Le frérot, il s'est beaucoup battu. Mais dans la communauté guinéenne, Djakanké, on ne le connaissait pas plus que ça. Là, qui peut me dire qu'il ne connaît pas DSS? C'est impossible, tu vois. Et puis voilà, et c'est par exemple, en parlant de DSS, je vais l'appeler. En parlant de DSS,
sais, ce que j'aime chez lui, Ouais. c'est que, c'est vrai, il y a le côté sponsoring, mais lui, le premier truc, en tout cas, qu'il a eu en tête, et ce que tu as eu, et Fof aussi, c'est vraiment d'aider la communauté et de vouloir vraiment rassembler, tu vois. Je vais l'appeler tout de suite. Ok. J'aimerais qu'il dise quelques petits mots parce que, frérot, ça fait 3 ans de suite qu'il est, Ça fait 3 ans sponsor. qu'il est là, qu'il est au front. Ouais, et puis voilà, c'est un homme occupé. Ah, Ah, il nous a répondu. monsieur DSS. Allô. Allô. Salam alaikum, mon frère, c'est comment? Alaikum salam, ça va et toi? Ça va, je suis avec Baba. On est chez Ava, on est en train de tourner la vidéo. Un épisode du podcast, ouais. Ouais, voilà, un épisode du podcast, pardon. Diaspora. Et On a envie que tu nous dises quelques mots, DSS. Sponsor Allez, titre je pense, du grand tournoi de la Guinée. Allez. Je suis branché. Moi. en fait, Qu'est-ce que vous voulez savoir? tu sais, le truc, c'est quoi? Ce que je disais tout à l'heure à Baba, c'est que ça fait 3 ans que tu es sponsor, mais au-delà de ça, nous on se sait, on se connaît, on est des frères. C'est même pas réellement le côté sponsoring qui t'a intéressé, c'est d'aider la communauté, tu vois. Et je me suis dit, c'est bien que toi tu le dises, tu vois, pour que les gens se rendent compte la force que tu as pu donner à ce tournoi-là. Ouais, bah ouais, parce que bon, bah, on parle beaucoup, toi et moi, surtout quand même en dehors du tournoi, d'ailleurs. Hein, Bah ça, oui, hein, bien on sûr, parle bien beaucoup, sûr. et puis, surtout là, quand il fallait organiser, il y avait énormément de choses à mettre en place, donc on a beaucoup changé. Et moi, à la base, bah, c'est ABD à la base qui m'a parlé du tournoi il y a plusieurs Ok. années en arrière. Ouais, de fou, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est ABD qui m'a parlé de ça. Mhm. Et je lui ai dit, écoute, moi, ça, c'est des choses qui me parlent. Parce que moi, tu vois, j'étais pas... Tu vois, moi, je suis pas de Paname. J'ai juste ma famille là-bas. J'étais à Dubaï, tu vois, donc j'étais pas trop... J'étais pas là, en fait, clairement, dans les débuts. Ces tournois au Five, etc., machin. Oui, oui. C'est ABD qui m'a parlé de ça. Et Ouais. ça m'a tout de suite parlé. Ouais. Parce que pour moi, c'était important de... C'est important d'être lié déjà à ses racines, ses origines, et puis de fédérer aussi. Ouais. De fédérer, de mettre en place des causes, surtout avec le côté associatif qui s'est mêlé à ça. Au début, la première fois, quand j'avais vraiment une bonne discussion, c'était avec la sœur de Orphelin Guinée, La Fanta, ouais. et avec la Fanta, et avant que je rentre en tant que sponsor, et on partageait vraiment des valeurs et des principes similaires. C'était d'aider par la cause associative et surtout de fédérer la communauté autour du sport. Le sport, le foot, c'est le sport qui rassemble, Qui fédère le plus, ouais. Ouais, ouais. Donc ça m'a tout de suite parlé. Ça m'a tout de suite parlé, surtout que derrière, on peut aussi ramener le côté entrepreneurial avec tous les entrepreneurs de la communauté qui ont des business et qui sont pas forcément mis en lumière. Parce que tout le monde fait un peu des choses de son côté. Moi, j'étais de mon côté à Dubaï. Personne, dans la communauté, j'étais pas super connu. Et pourtant, c'est des choses qui peuvent intéresser les personnes dans la communauté, tout comme il y a d'autres personnes dans la communauté qui peuvent faire des choses qui m'intéressent. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je collabore avec certaines personnes qui sont que j'ai connues à travers le tournoi, clairement. Ouais, Donc, on a fait des choses ensemble, on continue à faire des choses ensemble. Et je trouve que c'est bien, tu vois, c'est bien parce que ça nous a rassemblés, ça a soudé. En fait, il y a que des éléments positifs pour moi. Et pour moi, c'est un truc qui devait se développer, qui devait évoluer. Et j'ai essayé d'apporter ma vision et mon soutien financier pour que justement la vision elle s'accomplisse. Et alhamdoulilah, on a fait que d'évoluer d'année en année. D'année en année, jusqu'au tournoi qu'on a fait la semaine dernière, qui a été vraiment un succès incroyable. Et en espérant que ça continue encore comme ça de nombreuses années. On ne sait pas où ça va aller, mais tant qu'on continue à évoluer et puis qu'on peut apporter des choses positives aux gens, c'est ça le plus important pour moi en fait. Le plus important, c'est vraiment d'apporter du positif pour les associations, d'apporter du positif pour les entrepreneurs, d'apporter du positif pour tous les membres de la communauté. Que cette journée,
on voit clairement que c'est une journée de partage, de joie, de bonne humeur. Je regarde les stories, je regarde une semaine après, ça en parle encore du tournoi. De ouf. Et ça en parle comme si c'était hier. Le signe de Bokeh. C'est une dinguerie. Bokeh, l'année prochaine, il faudra être prêt. Hein. Il faudra être prêt. Hein. Il faudra qu'on en parle. Et un précis, gars. Voilà, j'ai jamais vu ça. C'est dingue. On a gagné l'édition qu'il fallait. Voilà, Touba, ils n'ont pas fait ça. Vous, là? Ah non, vous avez une bouche incroyable. Wesh, incroyable. Faudra assumer, hein. Voilà, faudra assumer. Ah, ça, vraiment. Ça. Mais là, je pense que même avec ça, même les autres équipes, là, forcément, tout bas, ils vont vouloir tout arracher. Mais même les autres équipes, hein, ils vont vouloir vraiment se renforcer. Et même, ça met encore plus de compétitivité pour le prochain tournoi, Inch'Allah, si Allah nous permet. De toute façon, voilà, ça reste bon enfant. Quand il arrive, on est tous des frères. Bien sûr, on est tous là pour la même chose. Ouais. Et c'est la Guinée qui gagne. C'est la communauté guinéenne qui sont porteurs de ça, mais c'est pour toute la Guinée, voire même toute l'Afrique. Au final, alhamdoulilah. Et c'est bien parce que ça fait monter la pression. Ça fait. C'est ça, c'est du positif. Moi, je vois que du positif là-dedans. J'ai vu que du positif dans ce tournoi. J'ai vu que du positif, alhamdoulilah. Je suis super content. D'être là toutes les années, d'être porteur, de faire partie de l'évolution de ce tournoi, de ce projet. Il y a énormément de monde derrière, des gens comme toi, qui sont là, d'autres personnes aussi qui sont dans l'ombre, dans l'organisation, bien sûr. dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont une part trop importante dans le succès du tournoi. Tu vois, faut pas les négliger. Et on espère que d'année en année, ça ira mieux, et puis que ça contribuera à consolider la société, la communauté, pardon. La communauté à consolider, à plein de choses. Plein de choses positives. Toujours le positif, la fraternité, la solidarité, l'entraide. Et voilà. Totalement. C'est pour ça que il était important que je puisse s'appeler, parce que c'est bien si ça vient de lui, tu vois. Il y a un réel impact, tu vois. Il était sponsor principal et regarde, tu vois, il y avait un réel impact, il le dit lui-même. Et c'est ça aussi, au final, ce tournoi-là, c'est vraiment tout le monde, il gagne. Et c'est ça qui est beau dans ce tournoi-là. DSS, je sais que tu es un homme occupé. On reste branché, Naki. Merci beaucoup. On se rappelle après, ok? On est ensemble, mon frère. Baba aussi. Et prenez soin de vous, les frères. Merci beaucoup, mon cher. Merci. Yes, on est ensemble. Yes. Il est incroyable. DSS. Le tournoi. C'est ça, donc ça a eu un réel impact à tous les niveaux, tu vois. Et vraiment, le but, c'est de faire évoluer le truc sans perdre cette authenticité aussi, tu vois, qui a fait le succès du tournoi. Cette authenticité, c'est Jimmy Fola, c'est aussi d'un côté les envahissements de terrain, etc. On pourra en parler. Plein de choses qui font que c'est vrai que le truc il évolue, mais il ne faut pas perdre l'identité du tournoi. D'accord, ok. Très bien. Maintenant, j'aurais une dernière question. Ouais. Comment tu vois le rôle de la diaspora dans l'avenir de la Guinée? Qu'est-ce qu'on peut concrètement, nous, la diaspora, apporter à la Guinée? En fait, déjà, je pense qu'on est arrivé à une époque où l'un ne va pas sans l'autre. La phrase qui dit « l'Afrique, c'est le futur », je l'entends moins maintenant. J'entends souvent maintenant « l'Afrique, c'est le présent ». Tu vois. Nos parents, ils ont vieilli. On a tous, on va dire, pris un peu d'âge, etc. Après, tu ventres. C'est pas que tu parles pas de moi, là. Non, je parle de moi déjà. Et le truc, c'est qu'on est... quand je dis on est obligé, après chacun fait comme il veut, mais on est obligé de s'intéresser à nos origines, pour ceux qui sont parents aussi, pour les enfants, etc. Et je pense qu'on peut apprendre de tous, de tout le monde. Donc, toutes ces personnes aussi qui sont là-bas, et ils peuvent apprendre de la diaspora qui
qui est là, présente ici, et vice-versa, tu vois. En fait, il faut ça se donne la force et qu'il y ait une force mutuelle. Ouais. Et qu'il y ait une force mutuelle et qu'on puisse faire des choses ensemble. Moi, encore une fois, ça serait un honneur, un plaisir, un rêve que de faire ça en Guinée. Tu vois, que de faire ça en Guinée, ce serait vraiment un aboutissement, tu vois, un aboutissement. Et, mais pour ça, il faut travailler en étroite collaboration avec les frères de là-bas, tu vois. Donc voilà. Mais même avant tout ça, même déjà partir régulièrement en Guinée, s'intéresser à ses racines, partir là où nos parents ont grandi, c'est quelque chose de très important, tu vois. Et que les mentalités aussi là-bas, ils puissent se dire que eux, parce que souvent, c'est vrai, quand on va là-bas, on appelle français, tu vois, qu'ils puissent se dire, non, eux aussi, c'est des Guinéens, tu vois. Mais ça va aller, je pense, petit à petit. Ça va évoluer avec les mentalités. Ouais, crescendo, et puis voilà, ensemble, être unis pour faire de grandes choses. Super. Et bien cette phrase. Ouais, comme mot de la fin, c'est très bien. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. En tout cas, franchement, c'était un plaisir de t'avoir. Merci. On aimerait bien, si tu peux nous donner une petite exclue sur les prochaines éditions, sur le prochain projet culturel, on ne sait pas. Ah bah, c'est une information à prendre avec des pincettes. Ouais. Mais si tout va bien, le prochain événement culturel aura lieu en hiver. Ok. Inch'Allah. Super. Voilà, ce serait en tout cas c'est le but, c'est l'objectif. Le prochain grand événement, en fait, le but c'est d'avoir 2 gros événements, un en hiver, un en été. Ok. Et en été le tournoi, ça bouge pas. Et en hiver avoir un événement culturel qui rassemble, toujours avec la même recette, hein. Vraiment fédérer le maximum de Guinéens possible, ce serait le but. Qu'Allah nous facilite. Amin. Sans vous aussi, c'est pas possible. Donc vraiment, on a besoin de votre soutien. Vraiment, l'association ACFG pourra monter que grâce à vous, à votre soutien, à la mobilisation générale. Parce que c'est vrai que si ce tournoi-là, il a été un succès, c'est parce que c'est vous aussi qui avez fait en sorte que ça devienne un succès. Ça me tue parce que là, je prends un ton solennel, tout ça. Mais mon gars, tu es un président, qu'est-ce que tu veux? Arrête. Il est en campagne. Il apprend vite, hein. Non, continue. Et du coup, tu m'as coupé, c'est bon. Non, désolé. Et puis voilà, donc c'est grâce à vous, mais surtout grâce à Dieu. Donc voilà, on y va avec la force du Tout-Puissant, tout simplement. Dieu merci. C'était Mad Diaby, le grand organisateur, président de l'association ASCFG. Cette fois-ci, j'ai réussi à bien le prononcer. Il nous donne rendez-vous en hiver pour un événement hors pair, Inch'Allah. Merci beaucoup de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à partager au plus grand nombre cette interview avec cet entrepreneur inspirant au sein de la communauté, et également de nous soutenir à travers les différentes adhésions pour qu'on puisse produire différents épisodes comme ça, acheter du matériel et puis voilà. Dernière chose, hein, vraiment. Il faut une deuxième caméra, c'est ça? Non? Non, j'allais pas dire ça. Il est en train de tuer son interview, je sais pas. Oh merde. Non. J'aimerais vraiment qu'on... j'ai une pensée, encore une fois, pour mes frères avec qui on fait ça. Parce que là, c'est vrai que là, ça a été tourné beaucoup vers moi, etc. Ça fait un plaisir, etc. Mais vraiment, sans eux, il n'y a pas de tournoi. Donc voilà. Merci on est ensemble, beaucoup. Amen Toro, very well. Et puis c'est normal. Avanta. Ouais.